dans ce qu'annonce là Zelensky, le référendum, effectivement, c'est une excellente idée. Parce qu'on ne peut pas... Pour le moment, selon les sondages en Ukraine, 71% à peu près de la population est contre toute cession des territoires qui n'ont pas été conquis par les Russes. Parce que ceux dont on parle, ce ne sont pas les territoires déjà occupés, mais c'est partie ces oblasts annexés qui ne le sont 64, nous dit Alice. Voilà. 75. Ah, 75. Ça dépend. J'ai cru que vous diminuiez. Ça dépend des instituts. D'accord. Donc, le deuxième point fondamental, c'est d'insister, qui est aussi extrêmement habile, sur le cessez-le-feu immédiat. Parce que le grand risque, les Russes, comme avant les Soviétiques, sont des experts en la matière, c'est de discuter, négocier, etc., pendant que les opérations continuent. Là, le truc, c'est de dire, voilà, on fait ce cessez-le-feu immédiat, et à partir duquel on peut organiser une condition sine qua non pour organiser un référendum, et c'est un très bon argument. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? C'est là qu'on rentre dans l'inconnu, parce que, bon, la première des questions, c'est celle, évidemment, des garanties de sécurité. Alors, une des idées maîtresses est celle, outre l'armée ukrainienne elle-même, qui devrait rester en dessous de 800 000 hommes, ce qui est quand même consistant, notamment en temps de paix, c'est le déploiement d'une force de réassurance où il y aurait les Européens, où il y aurait les Français, les Britanniques, les Allemands, etc. etc. Pardonnez-moi, mais ça marche, ce genre de force ? Non, parce que Poutine a déjà dit non, et ensuite, si on la met quand même, ou si le truc reste ambigu, évidemment, les règles d'engagement ne seront pas simples. Il est évident que les Russes vont la tester, et c'est là-dessus, ce qui a été extrêmement difficile à obtenir, que je terminerai là-dessus, que les Américains s'engagent à être le troisième rideau. C'est-à-dire, il y a l'armée ukrainienne, il y a cette force de réassurance si on décide de l'imposer aux Russes, et puis en troisième rideau, au cas où il y a des incidents, en cas où les choses dégénèrent, au cas où les Russes attaquent cette force de réassurance, les Américains, qui, avec le gros bâton cher à Donald Trump, interviennent. Bon, pour le moment, c'est là aussi quand même assez fantasmagorique comme architecture, mais rationnellement, voilà, c'est le plan, ce sont les 20 points du plan. Juste un dernier petit point, ce qui est important, c'est qu'on a quand même zappé parmi les points du plan l'amnistie, parce qu'au début, les Russes voulaient imposer l'amnistie pour tous les crimes commis. Évidemment, en premier lieu, c'était les leurs, et notamment pour Vladimir Poutine lui-même, qui, comme on le sait, est inculpé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Emmanuel Véron. Oui, moi, il y a une chose qui me vient à l'esprit en écoutant Marc et puis les différents rounds de négociations. C'est pas la première fois qu'on a un texte de la sorte. Certes, il y a des choses qui sont bien évidemment à mettre en avant, mais ce que je pense, c'est que côté russe, on va observer dans la nuit prochaine et dans les prochains jours des frappes de nouveau massives par différents vecteurs sur différentes villes et différents sites industriels et énergétiques ukrainiens. C'est-à-dire qu'on est côté russe, bien évidemment, dans une poursuite, non pas d'une fuite en avant, mais de quelque chose qui est mesuré dans la violence. Dans un dosage qui est, comment dirais-je, structurel, de cibler Odessa, de cibler Kiev, etc., et notamment des infrastructures énergétiques, ou en tout cas qui conduisent à l'écosystème énergétique, et qui, d'un point de vue américain, sont bien évidemment connus, mais n'occasionnent aucun changement de posture net et structurel de la part de l'administration Trump. Pourquoi ? Parce qu'on est, ce que j'évoquais précédemment sur le sujet et Vincent l'évoquait tout à l'heure en coulisses, on en parlait, de gagner du temps. On est fondamentalement donc au cœur de l'hiver, où l'hiver commence. On est dans une difficulté américaine pour véritablement imposer quoi que ce soit dans une situation qu'ils voient comme quelque chose de très compliqué, presque d'inextricable, si on regarde vraiment d'un point de vue américain. Et les Ukrainiens vont continuer de se battre et de se défendre. Et j'insiste bien, hein, les prochains jours vont être très marqués par des frappes de différents vecteurs, de missiles, de drones, etc. C'est tous les jours. Tous les jours, dans la continuité quotidienne de vecteurs et d'une industrie de défense qui continue de se remuscler, qui continue de se refaire, malgré une économie qui n'est pas au plus haut de sa forme. Est-ce que Trump est en échec, d'une certaine façon ? Ah, complètement. Complètement. On ne ressent aucune volonté américaine. Regardez, on a deux plans en fait. On a le plan en 27 points, on a le plan en 20 points, personne n'y comprend rien, personne n'a le même agenda, et les Américains ne sont pas capables d'imposer de la raison dans cette affaire. Il nous manque un Kissinger, il nous manque un homme fort de la diplomatie américaine. Rubio est faible, on sent bien que Rubio a été longtemps un partisan de l'Ukraine, un militant de l'Ukraine, mais il est totalement dépassé. Il est dans la veulerie, dans la pleutrerie vis-à-vis de Trump. En plus, il forme un attelage avec Witkoff et Kouchner qui est tout à fait bancal et impossible. Donc, on ne sent pas chez les Américains une structuration de ce plan et une volonté d'arriver, ou du moins de faire plier Poutine vers des choses raisonnables. Comme le disait Emmanuel, tout le monde gagne du temps.
2025 aura été l'année des dupes, de la duperie dans cette affaire. Et soyons clairs, personne n'a envie du plan en 20 points ou du plan en 27 points d'une manière ou d'une autre. Dans le plan à 20 points, il y a des choses qui sont finalement inacceptables pour les Ukrainiens. Quelle que soit, je dirais, la tactique de Zelensky vis-à-vis de Trump, qui est en fait la tactique du roseau qui plie et qui est dans la docilité, mais en fait, dès qu'il revient en Ukraine, il se rend compte que les choses sont inacceptables, notamment la configuration de l'armée ukrainienne à 800 000 hommes. Ça n'est pas possible, ce n'est pas acceptable pour un pays souverain. Il y a beaucoup de choses inacceptables aussi pour les Russes dans le plan. Alors, c'est le propre d'un plan de compromis. Oui, mais les Russes, je dirais, sont les agresseurs. Donc, Aline voulait intéresser. On n'est pas moral. Là. Sur la question numéraire de l'armée ukrainienne, là, elle est autour. Alors, compliqué d'avoir. Le chiffre est très exact, mais bon, ça passerait, 800 000. Après, le sujet, c'est les armes. Ce que vont aller chercher les Ukrainiens aussi au travers de ce plan, comme d'autres points, parce que les Ukrainiens maintiennent aussi ces canaux diplomatiques, parce qu'il y a quelques espoirs à quelques endroits et on sait, énormément d'experts qui le reconnaissent, la diplomatie ukrainienne est capable de faire des miracles aussi, avec parfois des triples loots et des triples saltos, mais ce qui se passe aussi dans ces 20 points, il y a tout de même des questions, des enjeux économiques, parce que l'Ukraine a besoin d'aide pour reconstruire certains endroits du pays et des besoins urgents. Donc en fait, d'une manière générale, les Ukrainiens sont dans un temps qui est absolument ubuesque par rapport à beaucoup de plateaux, de commentaires, etc. Il y a la question des prisonniers dans ce plan. Il y a la question du retour des enfants déportés. Il y a ça aussi à mettre sur la table et l'Ukraine se sert de tous ces cadres de diplomatie pour essayer de faire avancer, parce que pendant que beaucoup de gens parlent, discutent et font des réunions, il y a des gens qui sont en train de se faire torturer dans des chambres de torture en territoire occupé ou en Russie. Donc l'Ukraine, elle essaye de maintenir tous ces contacts-là pour pouvoir aussi résoudre certains enjeux les plus importants, et c'est pour ça que je finis juste là-dessus. Oui. Zelensky se déplace aussi parce qu'il y a 2 points qui ne se feront jamais à l'échelle des cadres qui ont pu se dérouler juste là avec des envoyés, des équipes de négociation. Il faut aller voir de chef à chef la question de Zaporijia, de la centrale et des territoires. Vincent Crouzet, je voudrais revenir sur une question. Le référendum, qu'en pense Poutine ? Poutine, il sait très bien que ce référendum, de toute manière, il est irréalisable parce que les conditions ne sont pas réunies de toute manière pour un référendum. Il sait que ce référendum lui sera de toute manière défavorable. Lui-même, il va en monter un certainement dans les oblasts qu'il contrôle. Bien sûr qu'ils diront le contraire. On va avoir en miroir 2 référendums qui vont se contredire. Donc, de toute manière, ça ne fera en rien avancer les choses. Cette histoire de référendum, c'est essentiellement pour faire plaisir à la diplomatie américaine. Point. C'est aussi une manière pour Zelensky de renvoyer au peuple. Le peuple est contre. Non, ensuite, je pense qu'il y a un point qui montre aussi le caractère fantasmagorique de ce plan. C'est les engagements que ce plan prend au nom de l'Union européenne, qui devra donner une date pour l'adhésion et qui devra enclencher un processus. Alors, ce qui est tout à fait légitime, on a rappelé sans arrêt le droit de l'Ukraine, la vocation de l'Ukraine d'entrer dans l'Europe, on a ouvert une négociation, on a dit qu'elles iraient vite, même s'il n'y aura pas un statut privilégié, donc tout ça c'est vrai, mais le plan donc s'engage pour les Européens, alors même que les Européens ont été marginalisés tout au long de son élaboration, même si à la fin ils ont eu un strapontin. Ensuite, je ne sais pas si au sein de l'Europe, les 27 vont être unanimes pour faire entrer l'Ukraine tout de suite. Donc, ce qui est quand même un des aspects les plus étranges de l'affaire, où, dans l'absolu, on pourrait imaginer que tout s'effondre parce que le Luxembourg a dit « Moi, je suis contre l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ». Si on tire les choses jusqu'à l'absurde. Aline Lebaille-Crémer, et après on fera un rapide tour d'intervention de votre part pour que vous nous disiez ce que vous pensez de la réunion de dimanche. Sur la question précise du référendum, ce qu'il faut entendre aussi, c'est qu'il y a eu toute une partie de l'administration qui est engluée dans des années de propagande russe intense. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de cette administration qui pense que Zelensky fonctionne de façon extrêmement verticale comme en Russie, alors qu'en Ukraine, ça ne marche pas pareil. C'est un fonctionnement horizontal. Les autorités ukrainiennes suivent ce que veut l'opinion, suivent ce que veut le peuple. Et c'est un sujet de l'existence même de la nation ukrainienne, ce fonctionnement-là. Donc il y a beaucoup d'outils
d'outils en Ukraine où on est capable de mesurer de très finement, finalement, ce que veut le peuple. C'est clé, c'est existentiel pour l'Ukraine. Donc, ce que fait aussi Zelensky, il dit, mais attendez, vous allez arrêter de penser que c'est que moi qui veut pas lâcher les territoires et qui veut continuer à résister. C'est tout mon peuple. Et les sondages sérieux qui sont produits en Ukraine de façon tout à fait indépendante et tout à fait fin le montrent très clairement. Tout ce qui est tout ce qui inonde après les plateaux, les journalistes, les rédactions d'un bout à l'autre de la planète depuis des mois, ce sont des mensonges. Ce que fait Zelensky, vous voulez, il y a moi, mais il y a mon peuple. Que va dire mon peuple? C'est une façon de renvoyer à la souveraineté de l'Ukraine. Il sait très bien ce que veut le peuple. Et par ailleurs, il essaye d'arracher un cessez-le-feu. Et ça, l'Ukraine, elle est d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel depuis mars dernier. L'Ukraine souffre, l'Ukraine est bombardée toutes les nuits. L'Ukraine, s'il y a une proposition de cessez-le-feu, elle est d'accord. Ce que dit aussi Zelensky, c'est que de toute façon, tous les plans possibles qui seront émis ces jours-ci, si la Russie refuse, c'est qu'on n'aura pas mis assez de pression sur la Russie. Parce que le problème, ce n'est pas l'Ukraine pour avoir la paix, c'est que les Russes attaquent. Comment on met de la pression sur Vladimir Poutine et sur la Russie? Ça m'intéresse. Les sanctions, le pétrole, il n'y a que ça qui marchera. Il y a aller saisir les navires qui doivent décharger des millions de tonnes d'hydrocarbures qui donnent de quoi à l'armée russe de fonctionner, c'est-à-dire que le pétrole, le gaz, tout cela, c'est le carburant de la machine de guerre russe. Que font les Ukrainiens quand ils font leur campagne de destruction des infrastructures pétrolières, sur les cibles militaires, c'est affaiblir autant qu'ils le peuvent la machine de guerre russe. Il n'y a que ça qui marchera. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les Ukrainiens dans leur dans leur immense majorité ne croient que ce sera la seule solution d'arrêter les Russes. Marc Semo, et après on va le faire quand même. Voilà, oui, mais la réunion de dimanche. C'est un des moyens. Il faut effectivement qu'il y ait ces pressions. Il faut arrêter ce qui alimente la machine de guerre russe. Malgré tout, être quand même un peu lucide sur les résultats. Jusqu'ici, ça n'a pas été foudroyant. Le deuxième chose qu'on peut faire, c'est évidemment réarmer toujours plus l'Ukraine avec tous les risques d'escalade qui en découlent. Donc c'est pour ça que finalement, la marge de manœuvre n'est pas énorme. Et il y a un troisième point. On a vu au dernier sommet européen où il s'agissait d'aider concrètement l'Ukraine. Alors les Européens ont donné leur accord pour un prêt de 90 milliards d'euros, c'est énorme, c'est énorme, fort, mais en même temps, c'est un prêt qui est donné par les contribuables européens. C'est-à-dire, c'est un prêt qui est quand même fragile, qui dépendra des équilibres politiques, qui n'est pas renouvelable à l'infini compte tenu de l'état budgétaire de la plupart des pays membres. En revanche, les Européens ont calé sur ce qui était la chose essentielle que voulait notamment le chancelier Friedrich Merz, où l'Allemagne vraiment, qui pourtant en général est prudente, s'est engagée, qui était l'utilisation des avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine dans sa guerre, ce qui était légitime. Il est normal qu'on utilise l'argent de l'agresseur pour la résistance. Et là-dessus, les Européens ont calé. Parce que la Belgique était contre, elle avait peur d'être en première ligne. Mais il faut voir qu'alors que Merz s'était engagé à fond là-dedans, la France, c'était une belle occasion pourtant de faire du franco-allemand militant et offensif, a tiré le tapis en disant non, finalement, il faut trouver un autre compromis. L'Italie aussi, etc., etc. Donc c'est un signal de faiblesse qui a été envoyé à Poutine, je terminerai là-dessus, et les signaux de faiblesse envoyés à Poutine, c'est jamais bon. La réunion de dimanche, je veux vous entendre là-dessus, Emmanuel Véron. Qu'est-ce qu'on peut en espérer ou en attendre? C'est un énième déplacement de Zelensky aux États-Unis, qui ne sera pas en vain, comme les précédents. C'est un long chemin, compliqué, sinueux, mais c'est un message d'abord et avant tout de combativité qui sera envoyé, bien évidemment de manière continue à l'administration Trump et à Trump lui-même, qui ne sont pas forcément dans les plus grands résistants vis-à-vis de l'Ukraine, en tout cas les grands soutiens vis-à-vis de l'Ukraine, mais c'est aussi un signal qui est envoyé au Sénat et au Congrès aux États-Unis, où on a une fibre beaucoup plus, vivace dans les logiques de soutien à l'Ukraine et d'une clarification de la ligne vis-à-vis de la Russie ou d'autres compétiteurs stratégiques, comme on dirait aujourd'hui. Donc autrement dit, en fait, le déplacement de Zelensky, je répète bien, c'est long chemin sinueux, etc., extrêmement compliqué, qui a toute son importance, son intérêt dans la logique de combativité d'un double message. Envoyer une logique de continuité à Trump, il est toujours là, il continue de se battre, il est toujours présent, il veut du dialogue, il veut passer ça. Patience stratégique, et la réunion de... L'autre message, l'autre message au Congrès, au Sénat, et notamment à tous ces politiques américains qui sont et qui ont voté d'ailleurs de manière claire dans un document extrêmement long, extrêmement sophistiqué, des montants minimums de soutien à l'Ukraine dans la durée.
y compris en matière de soutien financier et matériel. Les réunions de dimanche, ça vous inspire? Moi, je voudrais m'arrêter sur la forme, quand même, parce que depuis le 28 février dernier, Zelensky ne sait jamais à quelle sauce il va être mangé avec Trump. L'État de Floride est un État truffé d'alligators. Non mais pardon, l'image est drôle, mais elle fait comprendre. Non mais pardon pour cette métaphore animalière, mais moi je crains toujours les tête-à-tête entre Trump et Zelensky. J'ai beaucoup aimé quand les Européens étaient présents à Washington au sommet à la mi-août, suivant Anchorage, parce que là il y avait une garantie européenne, une présence européenne qui servait de bouclier à Zelensky. Et en plus on arrivait ensemble. Là il arrive seul. Alors maintenant, il connaît Trump, il sait comment faire, il sait comment oui, à mon avis. Voilà, il sait comment le flatter, il va faire le dos rond, etc. Et puis finalement, il est un petit peu royal au bar dans la mesure où, quels que soient les points, les 20 points du plan, il sait très bien que côté russe, ils ne seront pas acceptés. Donc même s'il accepte en grande partie ce que proposent les Américains, de toute manière, ce sera retoqué à Moscou. Je termine mon tour avec vous deux. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion de dimanche ? Les Ukrainiens essayent d'arrimer tout ce qu'ils peuvent. Et oui, tout à fait. Aux États-Unis, d'une manière générale, la fibre populaire, elle est plutôt en faveur de l'Ukraine. Donc il y a ça aussi qui se joue. Et ça, Zelensky, il le sait très bien. C'est quand même un fin politique. Donc il sait que quand il arrive quelque part, parce qu'il y a plein d'agents russes qui expliquent la chose. Parce qu'on le dit peu. Hein. Oui, très honnêtement, depuis 4 ans, moi j'observe, quand Zelensky débarque quelque part, il y a une sorte de souffle, de blast. Oui, voilà, les rédactions basculent, c'est un sujet mondial, etc. Donc c'est quand même, si l'Ukraine a bien une carte, c'est aussi Zelensky. Il y a la résistance du peuple et son président n'est pas en reste. Donc en fait, il y a ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va aller voir des sénateurs, des congressmen les plus supporters. Il y a un gros travail diplomatique. Et il y a aussi une diaspora extrêmement active aux États-Unis ukrainienne. Donc il y a tout ça qui rentre en dynamique. Ça fait un sujet, on en parle, etc. Donald Trump, en ce moment, il regarde, ils font des frappes au Nigeria, etc. Mais enfin, ils sont extrêmement attentifs à ce qui se passe dans l'opinion. Et d'une manière générale, une majorité, pas on va dire, on n'est pas dans le 80%, mais enfin, une majorité d'Américains est pour le maintien de l'armement de l'aide militaire à l'Ukraine, par exemple. C'est vous qui allez conclure. Non, justement, pour rebondir sur ce que disait Aline, c'est même une grosse... Vous pouvez rebondir et conclure en même temps. Voilà, parce que l'opinion américaine est massivement en faveur de soutien à l'Ukraine. Elle n'aime pas les Russes. Il y a quand même des vieux réflexes conditionnés. Donc là-dessus, oui, pour Zelensky, il peut jouer cette carte. Il peut cranter le fait que, il y a un plan qu'il a accepté, avec lequel il a discuté avec Trump et tout, que probablement va être refusé par les Russes. Donc, par rapport aux autres fois, il arrive en bien meilleure posture quelque part. Surtout, il vient de dire qu'il veut la paix. C'est les Russes. Exactement. Le problème, c'est pas l'Ukraine. Et lui, il dit, on est prêt, si elle cessez le feu, à faire ce référendum, à lancer le processus.